Dans quelques jours sera lancé le 41e championnat d'Europe de basket, une compétition mythique, très riche en histoire et en anecdotes. Et la plupart sont assez méconnus. Quand ont été les premiers matchs internationaux? Pourquoi le basket est le sport numéro 1 en Lituanie? Quelle nation a remporté le premier titre de champion d'Europe? Ou encore de quand date la première diffusion télé? On va répondre à toutes ces questions ensemble dans cette série de vidéos consacrée à l'histoire du championnat d'Europe, racontant édition par édition les vainqueurs et les meilleurs joueurs. Et dans cette première partie, on va parler de la genèse de cette compétition. Vous pouvez en profiter pour aller écraser le bouton de like et nous dire en commentaire qui est, selon vous, le plus grand joueur européen de tous les temps. Après la création du sport aux États-Unis par le docteur Naismith en 1891, savez-vous comment et surtout quand le jeu est arrivé en Europe? Eh bien, cela s'est fait grâce aux unions chrétiennes des jeunes gens, autrement dit YMCA en anglais. Et oui, comme la chanson en leur honneur des Village People. Cette organisation chrétienne protestante regroupait des Américains exilés en Europe, notamment ceux qui avaient étudié à Springfield avec le Dr Naismith et qui ont été les premiers témoins de transmission du sport. Et cocorico, le premier match en Europe de l'histoire s'est déroulé le 27 décembre 1893 dans la plus vieille salle de basket du monde, en France, à Paris, au 14 rue de Trévise. Un match entre des membres de l'association. Puis le basket gagnait réellement en popularité à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'arrivée massive de soldats américains, notamment en France, qui leur montrent comment jouer. Quant au premier match international, les sources divergent. En 1919, l'Auto, l'ancêtre de l'équipe, annonçait la tenue d'un tournoi amical entre les Américains, les Italiens et les Français. Les Français étant écrasés, notamment 93-6, par les Américains, c'est probablement à cause de cela que l'histoire retient que le premier match de l'histoire entre deux sélections nationales s'est déroulé plus tard, le 4 avril 1926 à Milan, devant Mussolini. Les Français affrontent alors les Italiens et s'inclinent 23-17, ou 24-20 selon les archives. La popularité grimpe en flèche. La FIBA est créée le 18 juin 1932 et le basket est très vite déclaré comme sport olympique. La FIBA décide donc d'organiser un championnat d'Europe en 1935 comme test event à Genève pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Ce championnat s'est déroulé sur 3 jours au Palais des Expositions de Genève et si vous voulez en savoir plus, on vous invite à consulter le film Dream Team 1935 qui retrace de manière un peu romancée le parcours des premiers champions d'Europe, les Lettons. Une équipe qui avait déjà une bonne tradition de basket, due notamment aux marins américains qui venaient s'installer dans les bases navales américaines dans les pays baltiques. Ces Lettons ont donc battu en finale l'Espagne 24-18, une finale entre une équipe qui se fit financer le voyage par son président et une autre qui dut faire 36 heures de train dans un wagon de 3e classe financé directement par leur gouvernement. Clairement, une autre époque qu'aujourd'hui. Les favoris étaient pourtant les Tchécoslovaques, où le sport s'était développé plus vite. Mais Raphaël Martin, premier MVP non officiel de l'Eurobasket, a mis la moitié des points de son équipe pour les éliminer en demi-finale de l'Eurobasket avec l'Espagne, 21-17. En 1937, le championnat d'Europe fut organisé en Lettonie, puisque la FIBA avait décrété que c'était le vainqueur sortant qui devait organiser l'édition suivante. Les Égyptiens purent participer, car les règles sur l'appartenance à l'Europe et au championnat d'Europe étaient moins claires à l'époque. Mais l'expérience pour eux fut très bizarre. Les Égyptiens ont gagné un match 31-28 contre les Italiens, mais ceux-ci posaient réclamation pour erreur arbitrale. Et la FIBA, contre toute attente, décida de faire rejouer le match. Les Égyptiens refusèrent de jouer, se sentant lésés, et se faisant donc éliminer dès le premier match. Avant le tournoi, les Lettons se sont moqués dans les journaux locaux de leurs voisins lituaniens, qui n'avaient jusque-là remporté qu'un seul match international. Il est vrai qu'en Lituanie, ce sont des femmes qui ont commencé à jouer en 1919. La popularité du basket a donc été retardée jusqu'aux années 30, car c'était considéré comme un sport de femmes. Tout cela changea en 1934 avec la création d'une salle à Kaunas construite pour du tennis, avec 200 places. Ce fut donc plus facile de jouer au basket, et en 1935, le premier congrès mondial lituanien changea le cours de l'histoire. On y organisa un tournoi de basket et la communauté lituano-américaine de Chicago sponsorisa une équipe dont les frères Kriančiūnas, le coach et la star de l'université de Notre-Dame aux États-Unis. Certains décidèrent de rester dans leur pays pour apprendre comment jouer aux autres Lituaniens. La progression est fulgurante. En 1935, imaginez-vous, les Lettons avaient battu les Lituaniens 123-10. Et puis en 1936, la différence était déjà réduite puisque la défaite n'avait été seulement que de 31-10. Et en 1937, c'est bien la Lituanie, emmenée par leur coach joueur
Felisas Kriaučiūnas et leur MVP Pranas Talzūnas qui s'imposent devant l'Italie d'1 point, 24-23. La légende raconte même qu'on arrêta un opéra dans la capitale pour annoncer le triomphe de l'équipe nationale et la popularité du sport explosa littéralement pour devenir et le rester le sport numéro 1. Reçus comme des héros en Lituanie, le succès populaire fut tel qu'en 1939, pour la 3e édition de l'Eurobasket en Lituanie, plus de 10 000 personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Ce fut une édition sans finale, juste un tournoi à 8. Du coup, le premier match entre la Lituanie et la Lettonie fut le match à la fois le plus beau, le plus décisif et la finale. La FIBA avait d'ailleurs déjà des soucis de naturalisation, comme aujourd'hui. Naturalisation bien sûr d'Américains, puisque le meilleur joueur de ce tournoi fut Prasnas Lubinas, autrement connu comme Frank Lubin. Né à Los Angeles de parents lituaniens, il avait pourtant remporté la médaille d'or des Jeux Olympiques un an plus tôt avec les Américains à Berlin. Mais les Lituaniens le persuadèrent de jouer pour eux. Il fut déterminant dans tout le tournoi et c'est même lui qui metta le premier buzzer de l'histoire pour remporter 37-36 ce match décisif contre les rivaux lettons. Il ne fut par contre pas élu MVP puisque les règles l'interdisaient car il était trop grand. Les Lettons eurent beau protester contre la présence de ce joueur, les Lituaniens fourniront un faux certificat de naissance qui suffit à la FIBA pour homologuer sa présence et le titre. Cela généra de telles tensions entre les deux pays qu'on décida d'annuler la Coupe Baltique de football. La France, quant à elle, finit 3e avec 4 victoires pour 3 défaites pour une première médaille de bronze de l'histoire du sport français. Puis la grande histoire, c'est la guerre de 39-45 qui vient détourner l'attention du basket. La FIBA organise un championnat d'Europe de reprise en 1946, en Suisse, car c'est le seul pays, resté neutre pendant la guerre, qui avait des salles en bonne condition. L'énorme changement, c'est que les Lettons et les Lituaniens font partie de l'Union soviétique, qui ne participe pas, pour cette édition, engagée dans d'autres problématiques plus importantes. C'est enfin la victoire pour la Tchécoslovaquie, emmenée par la légende Ivo Mrazek, nommé parmi les 50 meilleurs joueurs européens du siècle. Il s'impose en finale devant l'Italie, toujours placée, emmenée par Giuseppe Stefanini, qui emmène une nouveauté au jeu, puisque c'est le premier à utiliser le jump shot. La Hongrie, quant à elle, bat la France pour le bronze. En 1947, à Prague, cette fois les soviétiques sont présents, tout comme la Yougoslavie, petit pays éliminé en poule sans victoire, dont on parlera plus tard. Et les soviétiques l'emportent pour leur première participation, profitant du fait qu'ils puissent faire jouer ensemble non seulement leur talent à eux, en plus des Estoniens, des Lettons et des Lituaniens qui dominent le sport dans ces premières années. Ils survolent la compétition de 14 équipes, alors un record, avec 6 victoires par une marge moyenne de 25 points. Et les scores commencent à monter petit à petit, ressemblant un peu plus à ce qui se fait de nos jours, avec une finale notamment contre la Tchécoslovaquie se terminant à 56-37 pour les soviétiques. L'Égypte termine 3e avec une victoire 50-48 contre la Belgique, et c'est important puisque lorsque l'Union soviétique refusa l'organisation du championnat d'Europe 49 et que les Tchécoslovaques ne pouvaient pas l'organiser une deuxième fois de suite, ce sera à eux de le tenir, au Caire. Et c'est probablement le championnat le plus étrange de l'histoire. Il y eut 7 équipes seulement et 4 étaient européennes. En effet, les gens n'osaient pas trop encore prendre l'avion, surtout que cette même année, l'équipe de foot de Turin s'était crashée dans un accident. Donc seulement la France parmi les grands pays s'était inscrite, avec la Grèce, les Pays-Bas et les Turcs comme nouveaux pays. Pour éviter un désastre, on demanda à la Syrie et au Liban de jouer pour organiser un tournoi sur 8 jours. Le match, le dernier jour, sera décisif entre l'Égypte et la France pour le titre, après une domination des deux équipes. Et ce sont les Égyptiens qui s'imposent contre toute attente 57-36. Les Français sortaient pourtant d'une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 1948 avec le légendaire Robert Bunel, entraîneur, joueur, manager et même journaliste pour la France, mais s'effondre dans le dernier match de poule. En 1951, le championnat d'Europe débarque en France, pour la première fois, à Paris, au Veldiv, avec 18 équipes. Un nouveau record. Le championnat d'Europe continue de s'étendre. Et la finale entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie, une nouvelle fois, fut très controversée. À 44 partout, et alors qu'on est dans la dernière seconde de la finale, les arbitres sifflent une faute sur la star soviétique, et en fait lituanienne, Stepas Butautas, à 1 seconde de la fin. Les Français, tout acquis à la cause des Tchécoslovaques, le eut, mais Butautas réussit à mettre un des lancers francs. Or, un arbitre siffle, indiquant qu'il a marché sur la ligne. L'autre n'est pas convaincu. Après 20 minutes de discussion, les arbitres accordent la victoire aux soviétiques et durent se réfugier dans les vestiaires pour se protéger de la foule.
Les Français, quant à eux, avaient perdu en demi-finale contre les Tchécoslovaques d'Ivo Mrazek, encore une fois MVP, mais s'adjugent le bronze pour la deuxième fois de leur histoire. En 1953, les Soviétiques acceptent d'organiser le championnat d'Europe à Moscou dans un stade de foot de 35 000 personnes. L'URSS domine sans perdre le moindre match dans une ambiance acquise à leur cause et termine premier devant la Hongrie et encore la France pour sa troisième médaille de bronze. Pour la première fois, Israël participe au championnat d'Europe et le Liban et l'Égypte refusent de l'affronter, ce qui génère forcément des tensions géopolitiques pendant ce championnat d'Europe. Les Soviétiques joueront leur seule fausse note de leur domination de 20 ans en 1955 à Budapest. Durant l'édition où on introduisit le chrono des 30 secondes avant qu'il ne devienne 24, le rythme des matchs fut considérablement augmenté, comme le montre par exemple le score Pologne-Angleterre 140-44. Et après 32 victoires consécutives, les Soviets s'inclinent enfin contre les Tchécoslovaques puis les Hongrois lors de la poule finale. Même s'ils perdent contre les Tchécoslovaques eux-mêmes, les Hongrois, plus solides, plus constants dans cette poule à 8, gagnent le reste de leur match pour remporter leur seul et unique titre de l'histoire. Mais ce ne sera que partie remise pour les Soviétiques et on le verra dans 2 jours dans notre prochaine vidéo qui sera consacrée à la domination soviétique puis yougoslave des années 50 à 80. On espère que ce nouveau concept vous a plu, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode.